On accueille à présent Xavier Boissari, qui est game designer, qui est représentant du groupe Orb, ici présent, qui peut-être sera avec moins dans une altérité entre personnes dans la notion qu'il nous, dans le propos qu'il tiendra, dans la mesure où son titre, son intervention est hybridation des espaces par la synchronisation de corps distants. Comment réussir une expérience de téléportation avec un dispositif mobile distribué et jaune. Bonjour, ravi d'être ici, des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas encore. Je vais aborder des sujets assez proches de ceux de Bernard, parce que mes exemples sont communs. Maintenant, je pense que je vais analyser ces différents exemples avec un regard un petit peu différent, mais sans doute complémentaire, ce qui pourrait être intéressant. Donc, effectivement, le projet Luparville, qui était une proposition de Bernard Gelton au départ, et qui travaillait déjà sur ce projet depuis un moment, et qui m'a demandé si je souhaitais participer donc, sur ce défi consistant à hybrider 3 territoires, Paris, Shanghai, Montréal, avec l'hybridation des cartes, des points d'intérêt communs, et dans l'ambition de développer 3 dimensions dans cette ville hybride, comme disait Bernard tout à l'heure, une ville réelle, une ville virtuelle, une ville fictionnelle. Effectivement, l'hybridation de villes a déjà été traitée, notamment dans la fiction, dans la BD, dans le cinéma. L'hybridation sur la dimension réelle paraît être un défi plus important que les autres dimensions. Et du coup, c'est sur cette dimension que je me suis que j'ai un peu investigué différents axes, en fait, grâce à des dispositifs mobiles permettant de connecter des espaces distants. Donc, pour vous recontextualiser un peu la démarche par rapport à mon parcours et aux activités de Orb. Donc, Orb est une équipe qui est composée de game designers, de programmeurs, d'artistes, de designers sonores également, et qui travaillent surtout sur des expériences de ce qu'on appelle réalité augmentée, donc d'hybridation entre du numérique et du tangible. Alors, une référence que j'utilise souvent, c'est Augustin Berg, quand il est question de territorialité et d'espace, puisque la question en fait d'hybridation des espaces pose la problématique de la nature de l'espace dont on parle, c'est-à-dire est-ce qu'on parle du topos ou de la chora, qui sont 2 notions spatiales complètement différentes chez les Grecs. Le topos étant effectivement l'espace mesurable, et la chora étant l'espace habité. Donc pour vous donner un peu la différence entre ces 2 notions, on peut totalement séparer la notion de topos de la perception, c'est-à-dire que c'est un espace qui a une existence, qui peut avoir une existence en dehors de la perception et de l'humain, et qui est un espace mesurable, quantifiable, etc. Tandis que la chora, c'est un espace incarné, c'est-à-dire un espace habité par des humains. Donc j'ai mis
une image de paysage en dessous, donc il y a une figure récurrente dans l'art du XVIIIe siècle, qui est vraiment un paysage habité, relativement anthropomorphe. Et l'espace incarné, c'est un espace qui est produit par les activités des humains, mais qui est aussi qui nourrit les habitants. Et du coup, c'est difficile de distinguer la notion de territoire des gens qui la vivent, c'est-à-dire qu'il y a une relation intime entre les deux. Donc à partir de là, si on prend la notion plutôt de Cora dans cette tentative d'hybridation d'espaces distants et de villes distantes, comment créer une Cora qui serait composée d'espaces qui seraient distants de milliers de kilomètres? Est-ce que ça fait sens d'habiter simultanément des espaces distants? Alors, il y a un exemple qui est assez intéressant dans les tentatives d'hybridation de territoires distants. C'est un projet qui hybride en fait Boston et Bagdad, qui a été réalisé en 2004, je crois, par Alyssa Wright, et qui était basé déjà sur une première carte de mash-up en fait, entre ces deux territoires, dans lesquels l'auteur avait essayé donc Paula Levin avait essayé d'associer en fait les deux villes en créant une conjonction entre les fleuves, parce que les fleuves se superposaient relativement bien. Donc, quand on essaye de superposer des topos comme ça, c'est toujours un peu problématique pour trouver des correspondances. Donc elle a dû faire une rotation, elle a changé un peu l'échelle des villes, et grâce à ça, elle parvient à faire une superposition entre les deux espaces. Et donc à partir de ce travail de mash-up cartographique, Alyssa Wright a créé en fait une expérience dans Boston, donc de voyage dans Bagdad, grâce à l'hybridation des cartes, avec un dispositif qui était relativement volumineux et qui fonctionnait dans un sac à dos. Et l'objectif, c'était de faire prendre conscience de la réalité de guerre en fait, qui se déroulait à Bagdad à ce moment-là, et aux emplacements de faits en fait, d'explosions, notamment d'attentats. Donc le visiteur dans Boston subissait une sorte d'explosion de pétard avec un vol de papier autour de lui. Donc du coup, l'objectif de l'artiste, c'était de faire vivre de manière incarnée cette réalité en fait, physique d'une ville qui était animée périodiquement par des attentats, par un conflit intense. Alors j'en viens à la notion d'embodiment dans ce travail d'hybridation des cartes. Donc quelles seraient les conditions d'un territoire hybride par rapport à cet objectif de rendre cette hybridation réelle en fait, pour les personnes qui la vivent. Alors s'agit-il d'un trouble de la présence, c'est-à-dire où suis-je vraiment, c'est-à-dire suis-je à Paris ou à Shanghai par exemple, donc avec une notion de confusion entre les deux territoires. Est-ce que c'est un sentiment d'ubiquité, c'est-à-dire de présence simultanée sur les deux territoires? Donc ce sont des questions qui se sont posées relativement vite. Et l'objectif, c'était de mettre en place des protocoles qui permettent de répondre à ces questions et de faire émerger ce type de sentiment. Donc il y a un jeu qui est assez intéressant par rapport à la notion d'hybridation des espaces. Ça s'appelle Portal. Donc c'est un jeu qui se joue sur console et ordinateur. Et le principe du jeu est assez simple. Il s'agit en fait de modifier la topologie d'un lieu en créant des portes entre les espaces. Et ça modifie complètement la perception de l'espace en fait. Le fait d'interconnecter des espaces ou un même espace avec lui-même par le biais de portes qui en modifient la topologie
conscience de l'espace complètement différente et alternative par rapport à une conscience, je dirais, quotidienne. Donc c'est un peu l'opposition entre l'approche topologique de l'espace et l'approche topographique. On a la même chose, par exemple, dans Harry Potter avec les porte-loin. Un exemple que je ne pouvais pas passer, j'étais obligé de citer, donc, qui est l'expérience Rolling Space de Galloway et Rabinovitz, donc 1980, qui est effectivement cette notion de portage, c'est-à-dire de porte entre deux espaces, par le biais d'un dispositif vidéo. Alors, l'expérience est très intéressante, et fonctionne vraiment très très bien. Maintenant, c'est relativement commun de connecter les espaces par des dispositifs de téléprésence. Seulement, la différence avec la démarche qu'on a entreprise, c'est que le dispositif ici de Rolling Space, donc d'un passage entre deux espaces, est un dispositif qui est fixe. Et on est donc sur un rapport perspectif à l'image, et donc et non immersif. Voilà, alors sur l'expérience Montréal-Paris, c'était la première expérience effectuée, donc je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais effectivement, il y a un certain nombre d'aspects qui sont assez intéressants. C'est le dispositif est relativement complexe, puisqu'il s'agit d'échanger des flux de perception entre deux individus et de se laisser porter par le flux de perception de l'autre. Alors on s'est rendu compte lors de l'expérience qu'on ne sait plus au bout d'un moment qui pilote qui. Donc on est un peu dans un phénomène de danse. Donc il y avait des expériences de pilotage par la vidéo qui avaient déjà été entreprises, notamment par Janet Cardiff. Mais dans l'expérience Paris-Montréal, on était dans un flux vidéo live. Donc c'est quelque chose de quand même de relativement différent. On ne sait pas a priori ce qui va se passer. Et du coup, je pense qu'on peut parler d'avatar en fait dans ce type d'expérience, c'est-à-dire que chaque protagoniste joue le rôle d'avatar de l'autre en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis ce terme de cross-avatar, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'avatar croisé, c'est-à-dire en fait deux individus qui à la fois sont dans le pilotage et aussi jouent le rôle de médium corporel pour un pilote. Donc c'est vraiment un phénomène d'échange entre les deux protagonistes. Et les questions qui sont posées, donc qui pilote qui, effectivement, évidemment on ne sait pas qui pilote qui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de hiérarchie en fait entre les participants. Donc on est dans un système d'échange. Effectivement, il y a eu des questions il y a eu une confusion chez plusieurs participants entre sur la question de la présence, c'est-à-dire est-ce que je me situe à Paris ou à Montréal. Et donc quand on fixe bien l'écran, on a plus la sensation, les souvenirs se rapportent plus à l'espace distant qu'à l'espace dans lequel le corps est situé. Donc il y a un phénomène de trouble en fait sur la présence. Puis-je m'en remettre à mon avatar? Donc ça c'est une vraie question. À partir du moment où je ne perçois plus l'environnement dans lequel je me situe, mais c'est mon avatar distant qui perçoit cet environnement, est-ce que je peux lui faire confiance? C'est-à-dire que quand je me promène dans Montréal, que je transfère donc, le flux de ma perception à Paris, et donc je ne perçois plus mon environnement, du coup c'est mon binôme à Paris qui perçoit mon environnement, et seul lui voit les obstacles. Donc quand il faut traverser la rue, effectivement, quand il se retrouve devant une façade, donc moi je ne vois pas ces obstacles-là. Du coup, la seule façon pour m'adapter à l'environnement qui est autour de moi, c'est de faire confiance à la personne qui est à distance et qui lui va réagir de manière appropriée par rapport au flux d'informations qu'il va recevoir. Donc du coup, il y a une sorte de confiance mutuelle qui doit s'installer pour que l'expérience fonctionne et donc qui n'est pas l'accident. Alors
Après, effectivement, la limite de ce type de dispositif, c'est qu'il y a une latence en fait, qui peut être plus ou moins importante dans le transfert des données, et donc qui peut diminuer un peu la notion de temps réel. Mais ça fonctionne quand même relativement bien. Donc, quelques notions que je vais passer rapidement sur cette question de la synchronisation des corps à distance, puisque le dispositif en fait réussit de manière relativement efficace à synchroniser deux corps qui sont distants de 6000 km. Donc c'est la notion de synchronicité qui est une intuition de Carl Gustav Jung, et qui est en fait la coïncidence dans le temps entre des événements sans relation causale et au même contenu significatif. Donc Jung a créé une théorie à partir de constatations, d'expériences du quotidien. On peut parler par exemple de l'expérience du coup de téléphone que certains d'entre vous ont déjà fait, c'est-à-dire que vous pensez à quelqu'un et puis il vous appelle au téléphone. Donc vous dites il se passe deux choses donc corrélées dans deux espaces distants, comment ça se fait, il y a une particularité qui m'échappe. Alors, ça a débouché sur le concept de la causalité de Jung et Pauli, donc Pauli étant un astrophysicien qui a travaillé sur la mécanique quantique. Et effectivement, la causalité, c'est l'absence de lien causal entre deux événements qui sont corrélés et qui sont distants. Alors, un autre aspect par rapport à ça qui est tout à fait mesurable et réel, c'est l'effet EPR. Donc, si on imagine deux particules qui interagissent puis s'éloignent l'une de l'autre, ces deux particules jumelles sont dites corrélées, comme par exemple deux photons émis par un même atome excité. Donc, les deux photons, comme tous les photons, sont dotés d'une propriété particulière, la polarisation, qui est définie comme la direction du champ électrique qui leur est associée. Deux photons corrélés auront donc une mesure de polarisation +1 pour l'un et obligatoirement -1 pour l'autre. C'est-à-dire que en mécanique quantique, on a la possibilité de corréler en fait des particules, et après, quand ces particules sont éloignées l'une de l'autre, elles ont exactement les mêmes polarisations dans le cas d'un photon, et ce qui défie un peu la notion d'espace, puisque on a deux particules qui ont les mêmes propriétés, alors qu'elles sont distantes. Et donc c'est une expérience qui est faite en labo, répétée en labo couramment. Donc un dernier exemple qui s'inspire un peu de ça, qui est lié à la science-fiction, c'est un dispositif de communication qui s'appelle l'Ansible, qui a été utilisé par plusieurs auteurs de science-fiction, qui est un dispositif de communication temps réel. Donc on pourrait imaginer la mise en place de ce type de dispositif peut-être pas l'année prochaine, mais dans quelques dizaines d'années, grâce à certaines propriétés de la mécanique quantique, donc avec la possibilité de connecter des espaces par un flux d'informations temps réel, grâce à certaines propriétés de pli de l'espace-temps. Alors un autre exemple assez intéressant par rapport à ces questions, c'est la question d'ubiquité et donc des corps distribués. Il y a le fameux agent X dans Matrix qui est distribué dans plusieurs corps. Et la question qu'on peut se poser, c'est du coup, est-ce que ces corps sont habités par le même esprit, ou est-ce que c'est juste des clonages en fait d'un individu avec des personnes qui deviennent, suite au clonage, indépendantes les unes des autres. Mais si les corps partagent la même conscience, quelle est leur sensation d'habiter dans différents espaces simultanément? Donc dernier exemple par rapport à ça, le mythe des jumeaux Hibeji. Donc c'est chez les Yoruba, qui est un mythe effectivement de personnages duals habités par un seul esprit en fait, et donc c'est un peu cette notion de corps habité par un même esprit. Donc du coup, par rapport à cette figure de corps ubiquitaire,
J'ai proposé à Bernard ce dispositif permettant de synchroniser deux corps à distance par un flux audio. La différence par rapport au protocole Skype, c'est que la synchronisation par un média, donc qui joue un peu le rôle de médiateur temporel entre les deux corps, est possible en fait à la milliseconde, c'est-à-dire que grâce aux possibilités de la technologie et des mobiles, de communication entre les mobiles, on peut très bien synchroniser deux protocoles à la milliseconde entre des espaces qui sont distants de 6000 km, 10 000 km ou d'une galaxie. Voilà. L'idée, c'était de faire émerger une figure, comme Bernard l'a bien expliqué, donc d'un corps qui serait présent simultanément dans deux espaces et donc qui exécuterait les mêmes mouvements simultanément dans ces deux espaces. Alors bien sûr, les expérimentatrices, donc les jeunes filles qui ont accompli la chorégraphie, n'avaient pas conscience d'être simultanément à Paris et à Shanghai. Donc c'était une première étape d'expérimentation et la question se pose sur effectivement un biofeedback qui pourrait être apporté et qui permettrait de créer une boucle comme on a fait avec le dispositif Skype pour renforcer cette expérience et puis peut-être aussi plus de mobilité en fait, puisque là c'était relativement statique justement pour parvenir à créer une image de synchronisation entre ces deux corps. Effectivement pour poser des questions. Je ne sais pas si... Ah oui, je ne peux pas parler de la dernière. Il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Donc sur la dernière expérience, effectivement, sur les traces combinées, on a un feedback qui est donc un feedback de tracé et la création d'une carte commune. Donc il y a la création d'un objet cartographique hybride par déplacement de protagonistes dans des espaces distants. Et donc c'est une expérience qui était assez intéressante en termes de présence en fait, notamment de sensation de présence de l'autre à proximité. Donc là je vous montrer quelques images rapidement. Donc on a une interface cartographique dynamique sur le mobile. On voit la trace donc du binôme distant sur la carte. Différents scénarios ont été expérimentés. Donc un premier scénario qui est un scénario de rencontre, c'est-à-dire essayer de retrouver en fait la personne distante en faisant se rencontrer les deux traces. Un scénario de promenade combinée, c'est-à-dire essayer de créer en fait un parcours, une trajectoire commune entre les deux participants qui sont dans deux espaces distants, et puis des scénarios plus ludiques, d'évitement. Alors là, on est plus dans un scénario de rencontre. Et effectivement, on a l'image d'une personne qui court dans la rue, en fait, à la rencontre de quelqu'un d'autre, mais en fait, cette deuxième personne n'est pas là. Elle n'est pas présente, elle n'est pas dans cet espace-là, elle est dans un espace distant. Maintenant, la personne qui court à la rencontre du premier a vraiment la sensation que la personne distante est très très proche, puisque sur la carte, elle voit la personne distante à proximité. Donc il y a une sorte de confusion dans la présence de l'autre, en fait, et où on a vraiment la sensation qu'il est plus proche, donc on le voit, à un moment donné, la trace était juste derrière une porte, donc on se demandait si la personne n'était pas derrière une porte, donc on ouvre la porte pour aller voir, etc. Donc il y a une sorte d'hybridation des espaces sur le plan cognitif par le fait que donc un sentiment que la personne qui est située à
distance se trouve vraiment à proximité. Voilà, donc c'est des expériences qu'on va poursuivre donc expérimentant différents types de modalités en fait, de transmission de la présence de l'autre. Ici, c'est une transmission cartographique avec une trace. Seulement, comme vous voyez sur la vidéo, donc une des difficultés des interfaces graphiques, c'est qu'elles captent l'attention et ça casse un peu l'immersion et la qualité de présence dans l'environnement dans lequel on se situe. Donc, on va tester des modalités de transmission d'informations, notamment par du son spatialisé, pour renforcer cette notion de présence in situ et expérimenter un peu plus loin cette notion d'hybridation des espaces distants. Voilà.